la Terre est condamnée. Et ce n'est qu'une question de temps. S'il est impossible de prédire combien de temps elle existera dans son état actuel, son destin ultime est écrit. Notre chère planète bleue mourra en même temps que notre Soleil dans environ 5 milliards d'années. Toute vie sur Terre aura disparu bien avant cela. Pour survivre, l'humanité doit quitter son berceau tant qu'il est encore temps. Comment l'humanité va-t-elle évoluer sur Terre? Pas dans les 50 ou 100 ans à venir, mais dans des milliers et milliers d'années. Pourrions-nous un jour quitter la Terre? Y serons-nous contraints? La réponse est un oui catégorique. Nous savons que le Soleil se réchauffe lentement, mais sûrement. Dans 800 à 900 millions d'années, les températures rendront impossible toute forme de vie évoluée. Donc, si l'humanité veut survivre, elle devra quitter la Terre et coloniser d'autres planètes, voire toute la Voie lactée. En novembre 2022, la population mondiale a dépassé les 8 milliards d'individus. Impressionnant quand on pense qu'au millénaire dernier, la Terre ne comptait qu'environ 300 millions d'âmes. Selon les experts, nous pourrions être 3 milliards de plus d'ici 2080. Le nombre d'individus que notre planète peut accueillir est difficile à évaluer et fait souvent l'objet de prévisions alarmistes. Mais les experts estiment que la Terre est capable d'accueillir 10 à 12 milliards d'individus sans problème particulier. Quitter la Terre parce qu'elle pourrait devenir trop petite pour accueillir 10 milliards d'individus, l'idée est tentante, mais complètement irréaliste. Si nous choisissons de quitter la Terre, ce sera parce qu'elle sera devenue inhabitable, à cause de nous. Quitter notre planète nous coûterait extrêmement cher. Il serait bien plus judicieux d'utiliser cet argent pour la préserver. Si on considère les avantages et les inconvénients, il semble improbable que nous puissions un jour déplacer des millions de personnes ailleurs dans l'univers. Un tel exode coûterait plusieurs fois les sommes nécessaires pour préserver la Terre et notre habitat. Avec cette population croissante, la production alimentaire devra tenir le rythme au cours des prochaines décennies. Les projections actuelles suggèrent que dans 30 à 50 ans, il sera nécessaire de produire 2 fois plus de nourriture qu'au début du XXIe siècle. En parallèle, la demande en énergie ne cessera d'augmenter alors que nos ressources resteront limitées. Il faut apprendre à prendre soin de la planète qu'on nous a confiée et à la cultiver comme un jardin. Une fois que nous aurons appris à le faire correctement, nous pourrons envisager de nous aventurer dans le cosmos pour y construire quelque chose de nouveau. Mais je trouve que se contenter d'épuiser les ressources de notre planète et de la ravager au point de devoir la quitter est un peu honteux. Autre détail d'importance, l'allongement de l'espérance de vie. En seulement 5 générations, elle a doublé dans les pays industrialisés, passant d'environ 35 à 80 ans. Aujourd'hui, avec la prospérité, les progrès médicaux et de meilleures conditions de travail, atteindre un âge avancé n'est plus un privilège. Cette augmentation est sans précédent et elle dépasse les progrès évolutifs que notre espèce a connus depuis les singes jusqu'à l'Homo sapiens. Le déclin de la mortalité humaine au cours de la période moderne est unique dans l'histoire biologique. Les contraintes de l'environnement sur l'être humain, qui ont toujours stimulé l'évolution, ne sont plus aussi fortes aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas que l'évolution s'est arrêtée. Certaines personnes, par exemple, développent des résistances à certaines maladies et d'autres non. L'évolution se poursuit, mais d'une manière plus difficile à prédire. Si les êtres humains vivent plus longtemps que jamais,
qu'en est-il de la longévité de l'humanité dans son ensemble? Voilà des millénaires que certains promettent un destin apocalyptique à l'humanité. Pourtant, ni les guerres mondiales, ni les épidémies, ni le réchauffement climatique ne provoqueront la fin de l'Homo sapiens. L'évolution de l'humanité montre bien que nous ne semblons pas tout à fait maîtriser l'art du vivre ensemble. Nous pillons la terre et nous faisons tout pour rendre impossible la vie de notre prochain. En l'état, ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Et je ne suis pas convaincu que l'humanité soit le summum de l'évolution terrestre. Peut-être ne sommes-nous qu'une étape intermédiaire. Les humains iront au bout de leur destin, quel qu'il soit, et quelque chose de nouveau se développera. Une nouvelle forme de vie qui dépassera le potentiel des humains. Les catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations ou pandémies, ne constituent pas une menace existentielle pour l'humanité. Si elles peuvent être meurtrières ou coûteuses pour l'économie à l'échelle mondiale, elles ne sont pas capables d'anéantir l'espèce humaine. Pour réellement menacer l'humanité, il faudrait plusieurs événements catastrophiques simultanés. Comme une guerre nucléaire combinée à l'impact d'une comète, suivie d'un hiver nucléaire. Les êtres humains sont résilients. Un individu né en 1900 a connu la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la grippe espagnole et la Seconde Guerre mondiale en quelques décennies seulement. Toutes étaient des crises historiques, mais aucune n'a menacé la survie de l'humanité. Depuis son origine, la vie est un miracle d'adaptation. Mais cela a pris du temps. Les premiers organismes unicellulaires, les prokaryotes, sont apparus 1 milliard d'années après la formation de la Terre. Et il a fallu attendre 3 milliards d'années pour voir surgir les premiers organismes multicellulaires. Et il y a 540 millions d'années, quelque chose s'est produit. Une explosion de vie, l'explosion cambrienne. À partir de là, l'évolution s'est emballée. Les animaux sont devenus de plus en plus grands jusqu'à l'ère des dinosaures, qui s'est achevée brutalement il y a 65 millions d'années. Cette extinction a ouvert la voie à l'apparition de l'humanité il y a 2 600 000 ans. Les humains sont les premiers à utiliser le langage et les outils. Puis, il y a 200 000 ans, les humains modernes, les Homo sapiens, sont apparus en Afrique. Et c'est là que notre espèce commence à se propager à travers le globe. Comme toutes les planètes, la Terre s'est formée à partir d'une nébuleuse interstellaire, un vaste nuage de gaz et de poussière laissé après l'explosion d'une supernova. Sous l'effet de forces gravitationnelles, le nuage primordial s'est effondré et condensé. C'est à partir du disque en rotation qui en a résulté que le Soleil s'est formé il y a 4 500 millions d'années. La matière restante a donné naissance aux planètes, dont la jeune Terre. Une sphère incandescente de roches en fusion, entourée d'une atmosphère toxique créée par des éruptions volcaniques. La Terre est alors principalement composée d'un mélange de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, agrémenté de traces de méthane, d'ammoniac, d'azote et de monoxyde de carbone. Au fil du temps, la croûte terrestre finit par se solidifier en se refroidissant, et les premiers océans se forment par la condensation de la vapeur d'eau. Comment la vie a-t-elle pu émerger de cette matière inerte? Cela reste l'un des plus grands mystères à ce jour. Le mystère de la toute première cellule est de savoir si la vie est un simple processus biochimique qui émerge naturellement dans les conditions adéquates ou s'il existe quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse les principes physiques. Il ne faut pas, à mon avis, mépriser ce deuxième aspect. Ça rend le mystère de la vie plus passionnant qu'un simple processus de la physique tel que nous le connaissons. Notre Terre a été façonnée par la vie même qu'elle a engendrée. La science nous apprend que la première forme de vie est probablement apparue il y a environ 4 milliards d'années, dans de petits environnements clos où les biomolécules pouvaient interagir à leur gré. Mais on ne sait toujours pas exactement comment les zones de terre et d'eau étaient réparties à l'époque, ni quelle température régnait sur la jeune Terre.
Mais une chose est sûre, l'eau liquide a joué un rôle décisif. Les premiers organismes, comme les bactéries, ont modifié la composition chimique du sol, de l'eau et de l'atmosphère par leurs processus métaboliques et ont ainsi posé les fondations d'un habitat complexe dans lequel tous les organismes sont interconnectés, la biosphère. Il faut se rappeler que l'évolution n'a pas d'objectif ultime. Au cours de millions d'années, la sélection naturelle a façonné la vie sur Terre. Cette pression sélective garantit que les organismes s'adaptent aux conditions qui prévalent, notamment en termes d'alimentation et de reproduction, et permet aux espèces de survivre. Évidemment, les humains ont trouvé certains moyens d'échapper à cette pression. Aujourd'hui, un individu qui supporte mieux le froid n'est pas plus avantagé que celui qui y est plus sensible, car nous avons inventé le chauffage. Par le passé, la situation était différente. Seuls les individus les plus résistants auraient pu survivre. L'ère cénozoïque, commencée il y a 65 millions d'années, se poursuit encore aujourd'hui. Elle a marqué la fin de l'ère mésozoïque, celle des plus grands vertébrés terrestres, les dinosaures, et qui a duré plus de 200 millions d'années. Alors que la position des continents était déjà proche de celle que nous connaissons, le climat mondial a subi un changement radical. La Terre, chaude et sans glace, s'est transformée en une planète froide avec des calottes polaires. Il y a près de 12 millions d'années, nos ancêtres partageaient la Terre avec les premiers singes. Il y a environ 7 millions d'années, les hommes préhistoriques ont commencé à évoluer en s'adaptant aux conditions environnementales changeantes. Le résultat, l'Homo sapiens, l'être humain moderne qui domine aujourd'hui la planète. Est-il possible de prédire l'avenir de notre planète et le destin de l'humanité? Pas dans les détails, mais peut-être dans les grandes lignes. On sait d'abord que l'axe de rotation de la Terre est incliné et se modifie au fil des millénaires, ce qui provoque une période glaciaire tous les 100 000 ans environ. La prochaine est donc prévue dans environ 50 000 ans. On sait également qu'avec l'accélération de la dérive des continents, ils se rapprocheront les uns des autres et dans environ 250 millions d'années, fusionneront pour former un seul supercontinent. Son nom a déjà été choisi, la Pangée prochaine. La dérive augmentera également l'activité volcanique, libérant davantage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et les températures augmenteront considérablement. Les experts prédisent qu'elles pourraient atteindre quotidiennement 48 degrés en moyenne. À ce moment-là, la planète bleue sera devenue une planète désertique où les formes de vie supérieures ne pourront plus survivre. La vie humaine existera peut-être encore sur Terre, mais pas telle que nous la connaissons. L'activité volcanique extrême entraînera une augmentation massive des niveaux de dioxyde de carbone à mesure que le rayonnement solaire augmente de 2,5%. La Terre deviendra insupportablement chaude, une planète désertique devenue inhabitable. À mesure que le Soleil va se réchauffer, et il le fera, faites-lui confiance, la surface de la Terre va devenir inhabitable. Il fera trop chaud et l'eau risque de s'évaporer complètement, nous privant ainsi de l'élément de base de la vie. Une solution serait de s'installer sous terre. Mais il faudra trouver suffisamment d'eau, ou même peut-être trouver un moyen d'en emporter suffisamment, car c'est une substance absolument essentielle. L'humanité trouvera probablement un moyen de survivre, mais pas autant d'individus qu'à l'époque actuelle. J'imagine plutôt de très petites populations qui subsisteront sous la surface, gérant soigneusement et recyclant consciencieusement les précieuses réserves d'eau.
Selon les chercheurs, la Terre se trouve actuellement dans un cycle supercontinental. Les continents se rapprochent progressivement et finiront par former une seule masse continentale. La Pangée prochaine devrait se former le long de l'équateur dans environ 250 millions d'années. Les modèles prévoient que cette immense masse continentale connaîtra en grande partie des températures supérieures à 40 degrés, ce qui la rendra totalement inhospitalière pour l'être humain. Et c'est sans compter l'augmentation continue du rayonnement solaire. Quelqu'un a déjà eu l'idée de déployer des miroirs dans l'espace censés réfléchir une partie des rayons solaires. Ça permettrait de réguler la quantité de rayonnement solaire atteignant la Terre, ainsi que l'énergie que nous souhaitons absorber ou renvoyer. La Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus que dans les mythes et légendes, comme le Jardin d'Éden. Un paradis fertile que les générations futures, accablées par les chaleurs inhumaines de leur habitat désertique, ne pourront qu'imaginer. Notre époque, celle des débuts de l'humanité, ne sera plus un jour qu'un lointain conte de fées. J'imagine que les fourmis survivront éternellement. Tous ces changements ne les toucheront pas et avec le temps, elles développeront une forme d'intelligence supérieure. Une fourmilière fonctionnera peut-être comme un organisme unique et pensant, capable de réfléchir sur lui-même et sur l'univers. Et les humains seront tombés dans les oubliettes de l'histoire. L'espèce humaine que nous connaissons aujourd'hui pourrait un jour être remplacée par une forme de vie inédite sur Terre. Dans 250 millions d'années, une mort programmée par exposition à la chaleur nous attend. Mais avant cela, dans 50 000 ans, nous aurons d'abord droit à une nouvelle période glaciaire. Ce n'est pas très réjouissant non plus. Mais au fond, arriverons-nous à tenir jusque-là? On compte au moins 1000 astéroïdes à la dérive dans l'espace mesurant plus d'1 kilomètre de large, chacun étant tout à fait capable d'anéantir toute forme de vie supérieure sur Terre. La dernière fois que c'est arrivé, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu. Quand le prochain astéroïde frappera-t-il? On ne sait pas, mais on sait que ça arrivera un jour. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant environ 200 millions d'années. Au cours du Mésozoïque, l'ère des reptiles, ils ont dominé les continents aux côtés des reptiles marins et des ptérosaures dans les airs. Mais il y a 65 millions d'années, ils ont presque complètement disparu. Si les causes exactes restent incertaines, les scientifiques pointent du doigt un impact météoritique massif près du Yucatan au Mexique, suivi de changements climatiques. La collision a probablement déclenché un embrasement mondial et créé un énorme nuage de poussière qui a opacifié le ciel. La baisse du rayonnement solaire atteignant la biosphère terrestre a entraîné une chute brutale des températures et l'avènement d'un phénomène baptisé hiver nucléaire. Seules quelques formes de vie ont survécu à cette catastrophe, comme les crocodiles et les tortues. Le prochain astéroïde d'au moins 1 kilomètre de large aurait déjà dû passer. Quand il finira par s'écraser sur Terre, il provoquera le désastre environnemental ultime. Panne d'électricité mondiale et réaction en chaîne catastrophique. Les avions ne pourront plus voler pendant peut-être 50 ans à cause de l'extrême pollution atmosphérique. En fait, tout va changer. Heureusement, on apprend aujourd'hui à dévier les astéroïdes. Les grands gagnants de la catastrophe climatique qui s'est produite il y a 65 millions d'années sont les petits mammifères qui côtoyaient les reptiles géants. Ils sont à la base du lent processus évolutif qui a conduit à l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme qui sait, il y a 300 000 ans. L'Australopithecus, considéré comme l'ancêtre direct du genre Homo, une espèce préhumaine qui a vécu en Afrique il y a entre 4 et 1 million d'années, a marqué une étape importante dans notre évolution. La plus ancienne de ces espèces, Homo habilis,
a fini par développer une posture verticale et une démarche bipède. Le facteur le plus important de l'évolution est la réplication, la capacité à transmettre des informations de génération en génération sans interruption et à éviter de reproduire des erreurs susceptibles d'entraîner la disparition de la génération suivante. Ce processus est la clé de la survie. La première extinction massive sur Terre s'est produite il y a environ 250 millions d'années. Cette grande extinction marque la charnière entre le Permien et le Trias, c'est-à-dire la transition entre le Paléozoïque et le Mésozoïque. On estime qu'elle a touché environ 2/3 des espèces terrestres. Si la vie marine a été la plus durement touchée, anéantie à 95%, l'ensemble de la biodiversité de la planète a été considérablement amputée. Les scientifiques débattent encore de la cause de cette mystérieuse catastrophe et les théories sont nombreuses. Une activité volcanique extrême dans l'hémisphère nord? Ou l'impact d'une météorite qui aurait déclenché une nouvelle période glaciaire? Certains chercheurs pensent avoir identifié les vestiges d'un impact d'astéroïdes il y a environ 250 millions d'années, sous les traits d'une étonnante structure géologique prise dans la calotte glaciaire de l'Antarctique. L'onde de choc provoquée par ce rocher de 50 km de large a potentiellement déclenché des éruptions volcaniques à l'autre bout du globe. Mais aucune preuve tangible n'est encore venue étayer cette théorie. L'histoire est un festival de catastrophes. Mais jusqu'à présent, en tout cas, chacune a débouché sur un renouveau. Nous avons appris et progressé. Nous évoluons, nous nous adaptons. C'est ce qui fait de la vie une chance exceptionnelle. La vraie question est la suivante. Est-ce qu'on apprend assez vite pour continuer à progresser? Est-ce qu'on prend du retard? Est-ce que nous sommes au sommet de notre développement? Est-ce qu'on va décliner ou est-ce qu'on va passer au niveau supérieur? Quoi qu'il en soit, une catastrophe cosmique, comme l'impact d'objets célestes appelés « tueurs de planètes », d'un diamètre de 10 km ou plus, signerait la fin de l'humanité. La collision libérerait une énergie équivalente à plusieurs millions d'Hiroshima. Elle anéantirait l'Homo sapiens, mais surtout propulserait la Terre dans une nouvelle ère géologique. Pour y échapper, il existe peu de solutions. Détecter l'astéroïde menaçant suffisamment tôt afin de le faire dévier de sa course ou se réfugier vers d'autres corps célestes. Mais où aller si l'humanité devait un jour quitter la Terre? Vénus? Non, trop chaud. Mars? Non, trop sec en surface. Il faudra regarder au-delà de notre système solaire. L'étoile la plus proche est Proxima Centauri, accompagnée d'une planète appelée Proxima Centauri B. Mais problème, son étoile est une naine rouge, ce qui signifie qu'elle émet constamment des éruptions de rayons X, une source de radiation loin d'être idéale pour la vie. Pour ne rien arranger, sa rotation est synchrone. Il fait donc très chaud sur la face constamment tournée vers l'étoile, tandis que la face opposée est plongée dans une obscurité glaciale et perpétuelle. Mais supposons que nous soyons quand même tentés par un petit séjour. Combien de temps prendrait le voyage avec la technologie actuelle et en déployant tout notre savoir-faire en termes de manœuvres de gravitation? La réponse est 100 000 ans. Même avec d'hypothétiques progrès tels que la fusion ou la propulsion par antimatière, le voyage prendrait encore des milliers d'années. Avec la technologie actuelle, un voyage vers l'exoplanète la plus proche, Proxima Centauri B, prendrait plus de 6 000 ans. L'humanité devrait quitter la Terre en embarquant sur des vaisseaux générationnels, où seuls les lointains descendants de l'équipage d'origine atteindraient leur destination. Une analyse menée à l'Université de Strasbourg sur les probabilités de survie avec différents effectifs a simulé la faisabilité d'un tel voyage. Conclusion. Au départ du voyage vers ce monde lointain, il faudrait au moins 98 personnes, c'est-à-dire 49 couples capables de se reproduire.
Pour assurer la survie de l'équipage, des règles strictes s'imposent, en particulier un nombre prédéterminé de naissances par an. Le modèle a également pris en compte des problèmes potentiels d'infertilité, de consanguinité, de mort subite et d'accidents catastrophiques. Ce genre de prévision est à prendre avec des pincettes, car elle se base sur des spéculations. Considérez les échelles de temps et remontez 5000 ans dans l'histoire de l'humanité, quand les premières civilisations avancées viennent d'apparaître sur Terre. 5000 ans, c'est très court à l'échelle cosmique, mais cela représente une période très longue pour l'humanité. Je sous-entends par là qu'il est pratiquement impossible de prédire où en sera la population humaine dans 5000 ans. Et l'idée que 49 couples puissent maintenir une population pendant 5000 ans sans s'entretuer ni se quereller, cela contredit absolument tout ce que l'histoire nous enseigne. En somme, je trouve le succès d'une telle mission particulièrement improbable. Environ 250 générations naîtraient et mourraient à bord du vaisseau spatial avant d'atteindre leur destination. La grande majorité des passagers passeraient leur existence sans jamais avoir vu la Terre ni la moindre planète. Et la dernière génération, celle qui arriverait à destination, pourrait très bien avoir oublié pourquoi ses ancêtres ont entrepris ce voyage. À ce moment-là, le vaisseau spatial serait devenu leur habitat naturel. Pour assurer votre survie, vous devez créer un écosystème autonome. De l'air, de la nourriture, mais aussi une source d'énergie sur de longues périodes, avec un réacteur nucléaire par exemple. C'est possible en théorie, ou du moins, ça semble faisable. On pourrait établir un plan A à partir de ces bases. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à construire un système fermé qui soit entièrement autonome. Mais avec suffisamment d'argent et de détermination, j'estime que ce n'est pas impossible à imaginer. Pour un tel voyage, le vaisseau spatial devrait être capable de se déplacer à une vitesse constante d'environ 700 000 km/h. Cela semble réaliste. L'objet le plus rapide jamais construit par l'homme à ce jour est la sonde Parker, la PSP, un vaisseau spatial conçu pour étudier le Soleil qui se déplace à 650 000 km/h. Il y parvient en utilisant la gravité du Soleil pour accélérer. Si aucune catastrophe cosmique ne vient tout gâcher, l'humanité pourrait un jour, dans un futur lointain, coloniser l'ensemble de la Voie lactée. Mais à quoi ressemblerait cette implantation? Tout commencerait par l'identification de la bonne exoplanète. Grâce aux télescopes spatiaux, nous examinerions de plus près les atmosphères de mondes lointains pour détecter des traces de méthane et d'ozone qui suggéreraient la présence d'une flore. Nous nous installerions et après 1000 ans de régénération, nous pourrions élire notre prochaine maison. Avec ces sauts d'une exoplanète à l'autre, l'humanité pourrait coloniser toute la Voie lactée en 10 millions d'années. Si nous voulons survivre aussi longtemps, ce sera peut-être une possibilité. Pour que l'humanité colonise la galaxie, elle devrait s'engager dans une transformation complète. Outre la technologie, nous devrons nous appuyer sur une volonté inébranlable de quitter la Terre. Pour d'innombrables générations qui passeraient leur vie entière à bord de vaisseaux spatiaux, un voyage serait un adieu définitif. Des habitats mobiles de colonisation traversant le vide intersidéral pendant des milliers d'années, voilà le seul moyen d'atteindre les étoiles plus proches pour des êtres dont la durée de vie est si courte à l'échelle du cosmos. Les êtres humains sont inadaptés au voyage dans l'espace. Notre espérance de vie est bien trop courte. Prenons 100 ans comme durée de référence. Avec une propulsion classique, vous n'allez pas très loin en 100 ans. Nous ne sommes tout simplement pas faits pour les voyages interstellaires. Même avec une propulsion 100 fois plus rapide que les moteurs actuels, il faudrait 1000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche.
La colonisation de la galaxie est donc loin d'être garantie. Ce qui n'empêche pas des scientifiques d'explorer divers scénarios. En 2019, une équipe de l'ESA a participé à un concours organisé par la NASA. Le principe ? Déterminer comment l'humanité pourrait coloniser efficacement la Voie lactée. Mais il manque un ingrédient essentiel, un système de propulsion efficace. Mais ça arrivera, dans 100, dans 200 ans, peut-être la semaine prochaine. On trouvera la faille et on pourra le faire. Comme l'a dit Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Il y a un siècle, par exemple, le smartphone aurait été pure magie. Ça aurait été inimaginable. Aujourd'hui, évidemment, c'est facile, il suffisait d'inventer les semi-conducteurs. Mais rien n'existait il y a 100 ans. Et dans un siècle ou deux, on sera tous entourés de nouveaux gadgets. Des gadgets dont on n'oserait même pas rêver aujourd'hui. Ils peuvent sembler magiques ou inimaginables, mais ils rendront l'impossible possible. L'équipe de l'ESA est arrivée 3e du concours en proposant de conquérir la galaxie à l'aide de vaisseaux capables de voyager pendant des millénaires. Des arches interstellaires sont lancées depuis la Terre, se dirigeant chacune dans une direction différente. Une fois qu'un système stellaire est atteint et colonisé, certains des colons partent immédiatement vers la prochaine étoile. La stratégie serait répétée encore et au fil du temps, dans un élan expansionniste, l'humanité atteindrait toutes les planètes potentiellement habitables de notre galaxie. Mais ce processus prendrait plusieurs centaines de milliers d'années. Quand on pense qu'il faudra des milliers de générations à l'humanité pour coloniser d'autres planètes, on se dit que cette stratégie n'est pas très viable. Et franchement, quel ennui de voyager seul à travers l'univers. Il faudrait au moins voler à la vitesse de la lumière, ce qui est largement au-dessus de nos capacités actuelles et incompatible avec notre mode de vie. Ce voyage nécessiterait des changements biologiques drastiques. Donc pour l'instant, notre meilleure chance de survie est ici, sur Terre. Et puis en attendant, on peut envoyer des robots dans la galaxie à notre place. Aujourd'hui, les conditions d'une colonisation de la galaxie sont impossibles à remplir. L'humanité devra disposer d'une nouvelle technologie de propulsion et d'énormes quantités d'énergie. C'est en 1918 que Robert H. Goddard, pionnier de l'astronautique, esquisse l'idée d'une arche interstellaire. Pour quitter la Terre, il suggère d'utiliser de petites lunes ou des astéroïdes comme vaisseaux spatiaux. Il imagine l'équipage voyageant en état d'hibernation profonde durant des siècles. Il intitule son concept « La migration ultime » et précise qu'il s'adresse aux optimistes. Comme il le dit, le seul obstacle au progrès humain est l'ignorance et celle-ci n'a rien d'insurmontable. Plancher sur un tel sujet revient à se demander quelles sont les limites des lois de la physique. Ou encore, si on accepte les lois naturelles telles qu'on les connaît, à quoi peut ressembler un tel voyage? Quel type de vaisseau construire? Quel système d'approvisionnement est nécessaire? L'enjeu majeur de la conception d'un vaisseau spatial est de produire l'énergie suffisante et la question corollaire, comment la stocker avec nous? Robert Goddard, qui n'a guère été reconnu de son vivant, n'est pas le seul à avoir imaginé des voyages interstellaires. En 1928, Konstantin Tsiolkovsky, considéré comme le père théorique des vols spatiaux, envisage une colonie spatiale motorisée, voyageant dans l'espace pendant des milliers d'années. Dans L'avenir de la Terre et de l'humanité, il imagine une arche de Noé, futuriste, dont l'équipage changerait tellement au cours du voyage, tant physiquement que socialement,
que la Terre, la planète d'origine, deviendrait un lointain souvenir. Tous ces projets sont adossés à un même concept. Des vaisseaux spatiaux capables d'accueillir une communauté humaine qui survivrait à bord pendant des générations. Une arche autosuffisante, abritant un écosystème fermé et fonctionnant sans possibilité d'approvisionnement, de ravitaillement ou de maintenance extérieure en cours de route. En construisant un tel vaisseau, l'humanité dirait adieu à la Terre, voire au système solaire, et devrait se réinventer sous un nouveau jour, en tant qu'espèce planétaire. Je me souviens du projet Mars One, qui recrutait des volontaires pour une mission habitée vers Mars. Mais uniquement pour l'aller. On leur a dit, on ne pourra pas vous ramener. Vous fonderez une colonie sur Mars et vous y resterez. L'appel à candidature a été lancé et des milliers de personnes ont postulé pour un voyage vers Mars sans aucune possibilité de retour. Ce projet n'a pas été soutenu par les organisations spatiales internationales pour des raisons éthiques. Leurs programmes spatiaux habités sont toujours conçus comme des missions aller-retour. Mais le projet Mars One a montré qu'il y avait manifestement beaucoup de personnes prêtes à embarquer pour ce genre de voyage de découverte. Difficile d'imaginer que l'humanité sera capable de penser et agir de concert dans un avenir proche. Sur ce front, les progrès sont minces, voire nuls. La situation est toutefois différente quand il s'agit de développer de nouvelles technologies. Comme nous l'avons vu, l'un des grands défis des voyages dans l'espace lointain est la propulsion. Les fusées conventionnelles sont inadaptées. La quantité considérable de carburant qu'elles consomment les disqualifie pour toute mission interstellaire. Les technologies des fusées commencent à dater un peu. La combustion d'un carburant, qui produit un gaz chaud dont l'expulsion à l'arrière du vaisseau induit un mouvement de poussée. Ce n'est pas nouveau. Mais le concept fonctionne encore mieux dans sa nouvelle version. On remplace l'énergie chimique par de l'énergie électrique, même si le principe est certes un peu différent. Et on peut imaginer d'autres carburants. Car plus le carburant est léger, plus il est efficace. Et plus la poussée à l'arrière est puissante, plus la vitesse du vaisseau est élevée. Une mission habitée dans notre système solaire serait un défi énorme. Et sans technologie nouvelle, elle serait aussi déraisonnable qu'inconcevable. Des systèmes électriques, comme les propulseurs ioniques, ont un rendement adéquat pour des vols spatiaux longue distance, mais avec une poussée trop faible. Les vitesses requises au décollage ne seront atteintes qu'à l'aide de l'énergie atomique dans le cadre de la propulsion nucléaire. Ça peut paraître fou, mais il faudrait faire exploser une bombe nucléaire à l'arrière du vaisseau spatial. C'est ça qui donnerait la plus grande poussée imaginable. Et avec la fusion nucléaire, on produirait le maximum d'énergie. On pourrait utiliser un tel carburant. C'est d'ailleurs ce que propose le programme Orion, conçu dans les années 50-60 et qui a fait l'objet de tests limités. Ce serait possible d'un point de vue technologique. Mais en poussant le concept à l'extrême, avec la meilleure version de cette technologie, on pourrait théoriquement atteindre une vitesse à peu près équivalente à celle du vent solaire. Ce qui permettrait d'atteindre l'étoile la plus proche en environ 1000 ans. C'est le plus rapide qu'on puisse imaginer. Mais aucune technologie actuelle ne nous permettrait de voyager jusqu'au système solaire le plus proche. Du moins, pas à une échelle compatible avec l'espérance de vie humaine. Notre vie est trop courte et l'univers trop vaste. Même des moteurs futuristes à fusion nucléaire n'atteindraient qu'1% de la vitesse de la lumière, ce qui raccourcirait le voyage vers le système le plus proche à plusieurs siècles. Et même dans le meilleur des cas, un vaisseau spatial atteignant une telle vitesse serait contraint de commencer sa décélération bien avant sa destination. Pour toutes ces raisons,
la science-fiction, tout comme les concepts physiques théoriques, imagine un espace déformé ou courbé. Pour raccourcir le voyage, il faut se déplacer plus vite que la lumière, avec un moteur à distorsion qui déforme lui-même l'espace. Il courbe l'espace positivement et négativement, ce qui crée une sorte d'escalator dans l'espace-temps sur lequel avance le vaisseau. On peut poser le calcul mathématique, mais on n'a pas encore inventé l'appareil capable de courber l'espace positivement ou négativement. Pour l'instant, je vois de jolis modèles mathématiques, mais en tant qu'ingénieur, je ne suis pas plus avancé. Ils ne me disent pas comment construire quoi que ce soit. Il convient aussi de se demander si l'être qui colonisera la galaxie sera l'organisme humain tel que nous le connaissons aujourd'hui, ou si d'ici là, l'humanité aura évolué vers quelque chose de complètement différent. Des machines autonomes douées de sensibilité? Un hybride mi-homme, mi-robot? Peut-être que ce ne seront pas des humains qui plongeront dans les profondeurs du cosmos, mais les intelligences artificielles que nous aurons créées. L'humanité va-t-elle évoluer? Bien sûr que oui. L'adaptation continue à notre environnement est au cœur de l'évolution. Et sa nouvelle orientation est déjà à l'œuvre sous nos yeux. Moins de travail physique, plus de travail cognitif. Et même ce travail intellectuel est en train d'être confié à l'intelligence artificielle. Or, l'IA est basée sur le silicium, tandis que nous sommes basés sur le carbone. Une forme de vie basée sur le silicium est-elle envisageable ailleurs dans l'espace? Non, parce qu'elle ne peut pas émerger d'elle-même. Mais si nous la créons, on peut imaginer une vie basée sur le silicium, voire sur des machines, capables, comme les humains, de s'auto-reproduire à la manière des machines théoriques de von Neumann. Les séjours de longue durée à bord de l'ISS nous ont appris que le corps humain était inadapté à une vie hors de la Terre. Peut-être une espèce véritablement interplanétaire, très différente des humains actuels, pourrait subsister au-delà de notre système solaire. L'évolution a confié à toute espèce une seule et unique mission, la survie. Maintenant que l'humanité est secondée par la technologie, ce n'est plus notre objectif principal. Nous savons déployer l'aide externe apportée par la technologie pour assurer notre survie, même dans des conditions hostiles à notre existence. C'est ainsi que l'humanité va intervenir dans le processus évolutif pour prolonger sa vie ou pour la rendre plus confortable. En soi, c'est une démarche délétère qu'il faut entreprendre en connaissance de cause. Elle soulève des questions sociétales sur lesquelles l'humanité ne devrait pas faire l'impasse, car l'enjeu principal n'est pas de savoir si nous aurons la possibilité de le faire, mais si nous en aurons la volonté. Notre espèce, à base de carbone, ne représente peut-être finalement qu'une branche sans avenir de l'évolution. L'organisme humain est fragile, sensible à la chaleur, énergivore et son espérance de vie est très courte. D'un point de vue évolutif, se réinventer comme une forme de vie à base de silicium pourrait être la meilleure issue possible. Intégrer le silicium dans les éléments constitutifs de la vie sera peut-être bientôt techniquement possible. Si notre forme de vie à base de carbone n'évolue pas, nous sommes voués à une disparition certaine. Il faut devenir plus robuste. Et une des solutions serait de créer une vie à base de silicium. L'invention du transistor en 1947 en est la première étape. Aujourd'hui, nous développons des ordinateurs. C'est une manière de se détacher lentement, sûrement, de la vie basée sur le carbone. Et l'intelligence artificielle est la prochaine étape logique. En ce sens, la période actuelle est passionnante. Et la grande question qu'il faut se poser est vertigineuse. L'IA développera-t-elle un jour une conscience? En d'autres termes, saura-t-elle qu'elle existe et se battra-t-elle pour sa survie? Si oui, si elle développe une conscience, si elle pense « je veux survivre », alors ça voudra dire qu'on aura réussi. On aura fondamentalement transformé la vie humaine biologique en une vie à base de silicium, une forme de vie plus robuste et résistante aux effets de l'environnement que notre vie organique.
Même avec les futurs progrès de la médecine, l'espérance de vie des humains ne dépassera jamais les 150 ans. L'intelligence artificielle pourrait ainsi sauver l'humanité. Elle joue déjà un rôle important dans nos vies. Et il n'est pas inconcevable que la fusion entre humains et IA s'accélère pour former une unité symbiotique. Les humains vont continuer à évoluer et une nouvelle forme de vie pourrait bien voir le jour. Il est possible que les humains fusionnent avec l'intelligence artificielle ou avec des robots et qu'ils deviennent des êtres hybrides, donnant naissance à une nouvelle forme de vie intelligente. L'humain et l'ordinateur, œuvrant main dans la main comme un tout, pourraient se révéler bien plus efficaces que l'un pour l'autre travaillant séparément. Leur avenir évolutif serait alors irrémédiablement lié. Et la continuité de notre espèce serait assurée par cet hybride homme-machine. Cette révolution de l'intelligence artificielle est en cours, sous nos yeux. Bien sûr, elle comporte des risques, mais elle offre des opportunités. Et ces opportunités sont plus importantes que les risques. Quand je regarde ce qui s'est passé dans le domaine de l'IA en 2 petites années, je dirais que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dans cette optique, il faut toujours rester optimiste. C'est pour l'instant notre meilleure chance d'explorer l'univers. L'intelligence artificielle est peut-être la prochaine étape de l'évolution humaine ou de son extension artificielle. Même si cette idée semble sortie d'une dystopie, elle représente peut-être la prochaine étape logique de l'humanité. Des cyber-humains dont la vie n'est plus basée sur le carbone et qui quittent la Terre avant que celle-ci ne soit rendue inerte par le Soleil. Alors reposons-nous la question, à quoi ressemblera la fin de l'humanité sur Terre? Dans 250 millions d'années, ou peut-être dans 800 ou 900 millions d'années au plus tard, la Terre sera tellement chaude qu'elle deviendra une planète désertique. Et alors, rideau. Ensuite, dans 5 milliards d'années, le Soleil aura tellement grossi pour devenir une géante rouge qu'il engloutira la Terre. La Terre n'existera plus. Pour survivre, l'humanité devra quitter la Terre, mais à condition de trouver une planète habitable. À ce terme, nous explorerons toute la galaxie, notre chère Voie lactée, en colonisant une planète après l'autre. Comme l'a dit l'astronome russe Tsiolkovsky, la Terre est le berceau de l'humanité, mais personne ne passe sa vie dans son berceau. Quitter notre Terre natale et coloniser la galaxie. Voilà une idée aussi fascinante qu'inaccessible au vu des technologies actuelles. Mais l'humanité risque d'oblitérer son avenir si elle ne parvient pas à concrétiser ce projet. Il y a environ 65 000 ans seulement, l'homme moderne quittait l'Afrique et explorait les continents. Aujourd'hui, la planète bleue est entièrement colonisée et nous avons déjà fait nos premiers pas dans l'espace. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous étendions notre emprise au système solaire et à toute la Voie lactée.